Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. François Fillon, mis en examen hier. D'abord sur la forme, vous qui dénoncez l'ingérence de la justice dans le calendrier électoral. Sur la forme, vous vous félicitez de la discrétion des juges. C'est-à-dire qu'on a simplement gagné 24 heures dans la campagne, parce que normalement ça devait être aujourd'hui et on s'attendait tous à une mise en examen. Mais sur la discrétion, sur la forme. Je crois que c'est lui qui a négocié via son avocat avec les juges. C'est une bonne chose que ça se soit passé Oui, vaut mieux comme cela qu'une meute de caméras à côté de la justice. Je pense que c'est pas plus mal comme cela, ce qui n'empêche qu'on en parle quand même beaucoup et que la justice passera, puisque sur le fond, je crois que si vous voulez, je pense que les Français se sont fait leur opinion sur François Fillon. Il est présumé innocent, jusqu'à preuve. J'ai dit les Français dans leur opinion sur son. Il a droit à la présomption d'innocence. Tout à fait, mais je pense que les Français, eux, sur le rapport de François Fillon à l'argent, se sont fait leur opinion. Un rapport qui contraste avec l'image qu'il avait voulu se donner, notamment pendant les primaires, une image d'austérité. Vous dites que sur ce plan-là, la messe est dite et que les électeurs ont définitivement, dites-vous, une image écornée du candidat qui ne lui permettra pas d'aller Je pense que second tour. Sur son rapport à l'argent ou aux puissances d'argent ou aux assureurs, puisqu'on voit les liens avec AXA, vous allez me dire Macron lui a les liens avec Servier, donc c'est une bataille en fait AXA contre Servier en ce qui concerne messieurs Fillon et Macron, c'est-à-dire quand même un mélange entre les intérêts privés, l'intérêt national qui n'est pas défendu, puisqu'on voit que les deux ont influencé les programmes santé des deux candidats, ce qui est quand même toujours extrêmement malsain. Mais ça, je crois que c'est éminemment politique. Pour le reste, les affaires judiciaires de messieurs Fillon seront traitées par la justice comme il se doit, mais je pense qu'il est maintenant à moins de 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, très important que nous ayons des grands débats de fond. Moi, j'ai vu hier les pompiers se mobiliser. Je pense que c'est un sujet absolument essentiel. Je vois ce qui se passe avec les délocalisations de Whirlpool, de la CETA. Je vois les défis du terrorisme islamiste, du chômage, etc. On va en parler, mais est-ce que, d'une certaine façon, cette mise en examen qui est un non-événement du point de vue du candidat, puisqu'il dit « je l'avais moi-même annoncé, donc maintenant c'est fait », permet de passer à autre chose. Vous en félicitez. Je l'espère. Je pense que les Français attendent quand même qu'on débatte du fond, parce qu'ils n'élisent que tous les 5 ans leur chef de l'État, ce qui n'est pas rien, leur président de la République. Or, nous avons un problème avec 6,5 millions de chômeurs, des petites retraites, des petits salaires, le terrorisme islamiste, la place de la femme qui est remise en cause d'ailleurs par cet islamisme conquérant. Problème d'insécurité, et je crois que ces grands débats de fond, ils sont les bienvenus maintenant, ce qui nous a jamais empêché d'ailleurs de parler du fond. Oui, elle a largement commencé, mais je crois que c'est très important. Est-ce qu'il gagne malgré tout dans cette affaire une image de résistant? Une image d'un candidat qui résiste à toutes les attaques. Non, il n'y a pas d'image de résistant là-dedans. Que voulez-vous qu'on dise? Il s'est mis lui-même dans la nasse parce qu'il déclarait il y a encore 3 semaines qu'en cas de mise en examen, il partirait. Finalement, il ne part pas. Je veux dire, il s'était lui-même mis dans la nasse en déclarant qu'il partait en cas de mise en examen. C'est-à-dire qu'il rompait lui-même en quelque sorte la présomption d'innocence. Le fait qu'il ait répondu à la convocation des juges rappellera jusqu'à la fin de la campagne que Marine Le Pen, elle, a refusé de répondre à cette même convocation de nature analogue, c'est-à-dire en vue d'une possible mise en examen. Enfin, il y a répondu sans y répondre, puisqu'il n'a rien dit. Il a été précisé qu'il a... Ça fait partie d'accord, donc il n'a absolument rien déclaré devant le juge. Donc c'était éminemment formel. Oui, mais vous savez, déjà, sur le fond, on ne peut pas comparer les affaires. Il n'y a aucune présomption de suspicion, il n'y a aucune suspicion d'enrichissement personnel chez Marine Le Pen, ce qui change tout. Mais Marine Le Pen aussi, elle a respecté l'article 26 de notre Constitution, elle a respecté le droit, et elle avait demandé même il y a 13 mois l'ouverture d'une information judiciaire qui lui avait été refusée pour mieux l'ouvrir à quelques semaines de l'élection présidentielle. Et elle répondra sur tout cela juste après. Allez, encore une question. Suspicion d'escroquerie en bande organisée qui pèse sur le parti dans l'enquête sur le financement des législatives de 2012, avec renvoi en correctionnel à la clé. 2 procédures de redressement fiscal qui pèsent sur Marine Le Pen pour avoir largement sous-évalué ses biens. Affaire des assistants parlementaires européens, on en a parlé, dans laquelle il y a 2 mises en examen. Tout ça, c'est de l'acharnement? C'est de la photosystème? Mais tout cela est vide. Enfin, vous verrez qu'il n'y a aucune condamnation là-dedans. Vous le dites vous-même d'ailleurs, il n'y a pas de condamnation là. Pas plus que dans les affaires que vous évoquez à propos des autres candidats. Il n'y a pas de condamnation. Je vois qu'il n'y a rien de nouveau d'ailleurs. On ressort des choses comme cela qui datent d'il y a 3 ans, que nous contestons formellement, totalement, puisqu'on parle de patrimoine. Mais écoutez,
Moi, j'ai vu que l'association Anticor avait saisi la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sur la déclaration de patrimoine de monsieur Macron. J'ai lu hier 2 avocats fiscalistes dans le Figaro qui disent « Je pense qu'il y a un loup parce qu'il a gagné énormément d'argent chez Rothschild et puis il déclare un patrimoine très très faible. » Je ne dis pas moi, j'en sais rien. Moi, si c'est illégal... Oui, d'accord. Mais on voit que la Haute Autorité parfois se saisit, parfois ne se saisit pas. Et quand il s'agit de monsieur Macron, elle a un peu de lenteur, un peu de mal à se saisir. Peut-être parce qu'elle est présidée par quelqu'un qui a appelé à voter pour monsieur Hollande. Vous pensez à monsieur Nadal. Monsieur Nadal, et vous dites qu'il y a donc un favoritisme de monsieur Nadal, je sais pas, le président de la Haute Autorité, à l'égard en tout cas, ces avocats fiscalistes disent, à rebours de madame Le Pen. Ces avocats fiscalistes disent dans l'article de presse dont je vous parle, selon ces 2 avocats, ces incohérences devraient déclencher un contrôle de l'administration fiscale. Moi, j'en sais rien. Je suis pas avocat fiscaliste, mais je constate, comme beaucoup de citoyens, que des éclaircissements seraient les bienvenus, en tout cas. Le Front National est un parti qui accuse depuis des années les uns et les autres de laxisme, de corruption. D'une certaine façon, il fait la leçon. Et quand la justice s'intéresse à lui, il y a là une nécessité impérieuse de ne pas répondre de ses actes. Je renvoie à l'annonce... Qui dit ça? Bien sûr que c'est, tout le monde répond de ses actes. Ne veut pas répondre à la convocation en vue. Vous savez, madame, moi j'avais été poursuivi par le Qatar. Comme parlementaire, parce que je l'avais diffamé, soi-disant, en parlant de dictature islamiste et en parlant de ses liens avec le terrorisme islamiste, notamment le financement. J'avais fait valoir l'article 26 de la Constitution parce qu'on ne peut pas tout accepter. Et figurez-vous que la justice m'a donné raison. Marine Le Pen a annoncé hier, Florian Philippot, avoir parrainé pour la présidentielle. Il est candidat, il a pour l'instant une dizaine de parrainages. Pourquoi? Il n'a aucune chance d'ici à vendredi soir de les 500 parrainages, pourquoi? Parce que Marine Le Pen s'y était engagée. Elle avait dit, si moi j'ai mes 500 signatures sans difficulté, sans que j'ai besoin même de la mienne, eh bien je donnerai ma signature à la démocratie, en quelque sorte. Mais pourquoi Henri Guénaud? Mais parce qu'Henri Guénaud, il représente une sensibilité patriote, gaulliste, qui devrait avoir le droit de s'exprimer dans l'élection présidentielle, et donc elle applique ce qu'elle avait pris comme engagement au nom de la démocratie. Elle a donné son parrainage à monsieur Guénaud. Mais vous espérez qu'il se rallie parce que Henri Guénaud, c'est un candidat anti-Fillon, c'est un candidat plus souverainiste que Henri Fillon. C'est totalement désintéressé comme parrainage. Mais totalement. Mais si vous voulez, de la même manière, nous on souhaite que monsieur Poutou, même si il nous critique allègrement et qu'on n'a rien à voir avec lui, il vous a dit non merci. Très bien, mais j'ai entendu. Mais ça n'empêche que je le redis au nom de la démocratie, même s'il nous aime pas, etc., et que ça l'embarrasse. Nous souhaitons qu'il puisse être candidat parce que c'est cela la pluralité démocratique, et il est anormal d'ailleurs que les règles aient encore une fois été rendues plus difficiles pour les parrainages. La Cour européenne de la justice a donné son feu vert à l'interdiction du voile dans les entreprises si le règlement intérieur le permet. C'est un cadre juridique qui est donné à une pratique qui est déjà en œuvre dans certaines entreprises françaises. Sur le principe, vous saluez cette décision européenne? Déjà, nous n'avons pas à dépendre d'une décision d'une cour de justice supranationale, parce qu'elle dit ça aujourd'hui. Imaginez qu'elle dise l'inverse dans un an, on sera mal. Donc, on ne peut pas comme cela dépendre d'une décision d'une cour de justice européenne. Nous proposons, tout simplement, de mettre la laïcité dans le code du travail. Voilà, pour que les problèmes réglés, qu'on puisse venir en aide aux chefs d'entreprise et aux salariés qui sont confrontés de plus en plus souvent au sein de l'entreprise à ces revendications politico-religieuses. Ça veut dire que le chef d'entreprise qui voudrait interdire le voile, par exemple, ou tout signe ostentatoire religieux à l'intérieur de son enceinte, dans son entreprise, pourrait le faire au nom de cette disposition? Oui, il doit pouvoir le faire au nom de la loi française. Que ses salariés soient en rapport avec le public ou pas? Oui, et c'est d'ailleurs là toute l'ambiguïté en plus de la décision européenne, où il faut qu'il y ait un poste de neutralité, ce qui sera difficile à démontrer. Bien sûr, oui, il doit pouvoir le faire, parce que, vous savez, on a eu les mêmes débats à l'école, collège, lycée, il n'y a pas eu de loi pendant longtemps, on a laissé les professeurs, les chefs d'établissement seuls, et puis on a fait cette loi en 2004, et c'est une très bonne loi. Donc il faut maintenant l'étendre. Une femme voilée dans un bureau, y compris à l'université d'ailleurs. Dans un bureau qui ne bouge pas, et une femme voilée qui a un contact avec le public, pour vous, c'est pareil? Nous devons pouvoir donner la possibilité au chef d'entreprise, il fait encore ce qu'il veut, mais de pouvoir le faire s'il estime que c'est nécessaire. Au nom de quoi? Au nom de la défense de la femme, au nom de la neutralité religieuse qui doit prévaloir dans l'entreprise? Notamment au nom de l'égalité homme-femme et de la liberté de la femme, au nom de la laïcité et au nom de relations de travail qui puissent être les plus harmonieuses et les plus productives possibles, puisqu'on est dans le cadre de l'entreprise. Vous interdisez aussi le voile dans la rue?
Jusque dans la rue. Vous savez, nous souhaitons étendre la loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles à l'espace public. Oui. Donc, parce dans que la rue. nous, pendant très longtemps, ce sont, et ça continue d'ailleurs, les communautarismes qui ont grignoté la République. Il faut que ce soit maintenant l'inverse, que ce soit la République qui reprenne le dessus et qui n'accepte pas. Moi, je vois. Vous savez que la tradition juridique française ne permet pas qu'on impose aux hommes et aux femmes de se vêtir d'une façon particulière. On l'a bien fait sur la burqa. Et la burqa au nom de l'ordre public, oui, au nom de la mais défense de l'ordre public. Moi, je veux bien, mais aujourd'hui, vous dites la tradition française, mais d'autres traditions, notamment islamistes, imposent des vêtements. Vous voyez, notamment dans la rue, mais aussi sur la plage. On a eu le burkini. Moi, quand j'ouvre le programme de Monsieur Macron et que je vois libre expression des signes religieux dans l'espace public, entre parenthèses, rue et plage, pourquoi précise-t-il plage ? Pour dire oui au burkini? Vous voyez, on a une vraie divergence de fond, là aussi, encore une fois, avec le communautarisme qu'incarne Monsieur Macron. Merci Florian Philippot d'avoir Merci été à notre vous. invité ce matin sur RTL.